Bonjour, merci d'être là avec nous pour cette émission spéciale présidentielle 2022. Émission qu'on a voulu un petit peu différente de ce qu'on peut voir à la télévision pendant cette campagne électorale. Et Cora, c'est une émission 100% économique, donc on parlera exclusivement des sujets économiques avec les candidats à l'élection présidentielle, à commencer par vous, Yannick Jadot, bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Alors, quelques questions pour commencer, en rapport, questions économiques, mais en rapport avec le conflit en Ukraine. Parce que malgré les sanctions économiques et financières, Vladimir Poutine paraît inflexible et veut conquérir manifestement la totalité de l'Ukraine. Est-ce qu'il faut durcir encore plus les sanctions ? Il faut toujours essayer de durcir les sanctions, il faut soutenir la résistance héroïque des Ukrainiens sous les bombes, parfois sur la route de l'Exode. Et il faut obtenir, arracher de Vladimir Poutine un cessez-le-feu et puis évidemment le retrait des chars russes d'Ukraine. Donc quelle nouvelle mesure de rétorsion ? Écoutez, on voit bien la discussion qu'il y a aujourd'hui sur les dernières banques russes qui sont encore dans le système SWIFT, notamment celles qui permettent de payer l'approvisionnement en gaz, en charbon. Il faut couper ça aussi ? Écoutez, on voit bien la dramatisation du conflit. On voit bien que maintenant, Vladimir Poutine est prêt à bombarder la plus grande centrale nucléaire d'Europe. C'est dire à la fois la folie et la dangerosité de l'invasion russe aujourd'hui en Ukraine. S'organiser, on sait que, bon, évidemment, on est en lien avec les gouvernements européens. On sait que, a priori, on n'a pas de problème d'approvisionnement en gaz jusqu'à l'hiver prochain. Même en se coupant totalement du gaz russe ? Oui, même en se coupant totalement du gaz russe. Ce sont les évaluations qui sont faites par le Conseil des ministres de l'énergie. On a des stocks, on a d'autres sources d'approvisionnement, et y compris, ça nous amènera à retrouver de la souveraineté. Vous savez qu'en Allemagne, mon collègue vert, le ministre Habeck, le ministre de l'économie, a découvert en arrivant que la moitié du stockage de gaz en Allemagne était organisé par Gazprom, avait été délégué à Gazprom qui, comme par hasard, n'avait pas rechargé les stocks cet hiver. Donc on peut tenir jusqu'à l'hiver prochain. On doit augmenter la pression sur Vladimir Poutine. On doit prendre à la gorge l'ensemble des oligarques russes, partout, les traquer dans tous les paradis fiscaux, notamment où ils ont planqué leur patrimoine, ils ont planqué l'argent de la corruption russe, pour mettre la pression sur le régime et obtenir ce cessez-le-feu qui permettra aux Ukrainiens, évidemment, de souffler et de faire valoir la liberté et la démocratie qu'ils défendent. Quitte à ce qu'on ait un pétrole à $150 dans ces conditions. Et là, on a un gouvernement qui prépare, on l'a vu, un plan de résilience pour aider l'économie française, les ménages, les entreprises, à encaisser cette flambée des prix de l'énergie. Alors, on est moins sur la question du pétrole que sur la question du gaz, avec la Russie. Hein. On dépend beaucoup moins. C'est le retour du quoi qu'il en coûte, ça, ce plan de résilience qui ne dit pas son nom ? Il faut soutenir, il faut incontestablement soutenir tous les secteurs d'activité qui peuvent être impactés. J'ai été hier au Salon de l'Agriculture, il y a évidemment la question d'un certain de nos éleveurs, et puis c'est évidemment les Françaises et les Français. On voit, moi ça fait, je défends l'idée d'un chèque énergie de 400 € pour les 6 millions de ménages qui sont déjà éligibles au chèque énergie. Un chèque énergie de 100 € pour les 15 millions de ménages au-dessus, pour évidemment passer cette étape très difficile. Sur le carburant, vous savez que moi je veux mettre en place dans les entreprises le forfait mobilité durable pour prendre à 100% les coûts du covoiturage. Donc on a des solutions pour gérer à court terme. Et puis, évidemment, depuis tellement longtemps qu'on le demande, il faut travailler structurellement à sortir des dépendances qui nous mettent dans des situations de complaisance politique qu'on n'aurait jamais dû avoir. Vous savez, au Parlement européen, quand on a eu les discussions en 2017, 2018 sur le nouveau paquet climat-énergie, nos objectifs à 2030,
On avait réussi, nous, à convaincre le Parlement européen d'aller vers un objectif de 40% d'efficacité énergétique pour 2030. Ça peut paraître abscon comme ça. Mais 40% d'efficacité énergétique d'ici 2030, c'est réduire de moitié notre consommation de gaz, de 2/3 nos importations de gaz. Vous voyez qu'on peut s'affranchir de ces dépendances. C'est bon pour le pouvoir d'achat, parce que 40% d'efficacité énergétique, c'est isoler nos logements, donc c'est moins dépenser de gaz, de chauffage, d'électricité. C'est bon pour l'emploi. C'est des dizaines de milliers d'artisans du bâtiment. C'est bon pour le pouvoir d'achat, je l'ai dit, 600, 700 euros par an d'économiser. Et ça nous évite toutes ces complaisances qu'on a eues vis-à-vis de Vladimir Poutine et que tant de dirigeants français et européens continuent d'avoir. BP et Shell vont se retirer de Russie, Yannick Jadot. De son côté, Total Energy compte y rester, mais ne développera pas de nouveaux projets. Oh, merci, voilà. Merci Total. Donc vous regrettez cette décision qui n'est pas aussi radicale que ses concurrents. Qui n'est pas aussi responsable. Je ne dirais pas radical, je dirais responsable. On a eu le débat pendant des mois sur Total en Birmanie, qui a mis des mois et des mois à arrêter de soutenir par les activités la dictature birmane. On a Total qui, aujourd'hui, est en Russie sur le gaz. Et on a un gouvernement, d'ailleurs, qui semble assez s'en déresponsabiliser. Il faut se souvenir qu'en 2018, à Saint-Pétersbourg, Emmanuel Macron signe avec Vladimir Poutine deux contrats qui, comme d'habitude, il les met en scène de manière un peu ostentatoire. Il signe le contrat Total et le contrat Orpea. Vous voyez, ça résume aussi les enjeux économiques de la France. Sur quoi on investit? Est-ce qu'on continue à investir sur notre dépendance au gaz et au pétrole en soutenant plus ou moins Total, que ce soit sur l'exploitation du pétrole en Afrique ou le gaz en Arctique? Ou est-ce qu'on s'affranchit des énergies fossiles? C'est indispensable pour le climat, c'est ce que nous dit en permanence le GIEC et l'Agence internationale de l'énergie. Ou on reste dans les vieux modèles qui nous contraignent, encore une fois, à toutes les complaisances politiques. Il est temps que Total devienne une entreprise responsable du point de vue du climat et vis-à-vis d'une situation internationale qui est quand même absolument dramatique. Qu'est-ce que vous demandez, Yannick Jadot, aux entreprises françaises qui, il se trouve que Ford, Ikea, Apple, Boeing, j'en oublie, ont interrompu leur activité en Russie. Vous demandez à ce que les entreprises françaises fassent de même. Exactement, exactement. Ce qui se passe, c'est depuis des décennies un conflit sur le sol européen avec une dictature qui veut attaquer et qui attaque une démocratie. C'est ça qui se joue. C'est pas une guerre provoquée par les Ukrainiens, vous le savez, juste ils veulent être des citoyens libres dans un pays libre. Tout simplement. Et c'est ce qui est insupportable pour Vladimir Poutine. Et donc, on doit... aujourd'hui, la France ne va pas entrer en guerre contre la Russie. La France est dotée de l'arme nucléaire, la Russie aussi. Donc aujourd'hui, qu'il y ait des soldats français, un engagement militaire de la France en Ukraine, serait probablement une escalade que nous ne voulons pas. Et donc, il faut faire tout le reste. Faire tout le reste, c'est, encore une fois, quitte à provoquer l'économie, l'effondrement de l'économie russe, comme le souhaite Bruno Le Maire? Écoutez, rien n'allait dans la déclaration de Bruno Le Maire. Rien. Il a rétropédalé. Hein. Oui, oui, heureusement qu'il a rétropédalé. Rien n'allait. En parlant de guerre économique. C'est de guerre totale. C'est un langage très particulier, la guerre totale, dans l'histoire. Donc, il n'était pas à sa place. Il s'est autoproclamé chef des armées, chef de l'État, chef de l'Union européenne. Ce n'est pas sa responsabilité. Mais sur l'effondrement de l'économie russe? Mais la pression qu'on met, c'est évidemment pour faire en sorte que le coût de la guerre pour Vladimir Poutine soit tel qu'il arrête, qu'il retire ses troupes. C'est ça le sujet. Le sujet, ce n'est pas de rendre la Russie au bord du gouffre.
Le sujet, ce n'est pas que la guerre coûte très cher aux populations russes, dont certains, vous l'avez vu, prennent le risque d'être emprisonnés aujourd'hui pour défier le régime de Poutine et condamner la guerre qu'il mène en Ukraine. L'objectif, c'est que le coût de la guerre pour Poutine, ses oligarques, soit tel qu'il arrête la guerre. C'est ça l'objectif. Donc les entreprises doivent contribuer à cette mise sous pression de Poutine, de son régime, et effectivement cesser les activités en Russie. Et qu'on assume, évidemment, en soutenant ces secteurs économiques. Mais reconnaissons entre nous que l'économie russe, ce n'est pas la Chine ou ce n'est pas les États-Unis. C'est l'équivalent de l'Espagne. Ça met en danger un certain nombre d'entreprises qu'il faut aider, ça met en danger un certain nombre de secteurs économiques qu'il faut aider, ça peut avoir un impact sur, évidemment, les consommateurs, et il faut intervenir, mais ça n'a pas non plus le tremblement de terre lié à, je ne sais pas quoi, la rupture de nos relations économiques avec la Chine ou avec les États-Unis. Alors, que pensent les Français de votre programme économique? Ça tombe bien, on leur a posé la question. Et oui, nous allons vous livrer en exclusivité les résultats de ce sondage Odoxa Mascaret pour Public Sénat et Boursorama sur la perception qu'ont les Français de votre programme économique. Yannick Jadot, bonjour Benjamin. Bonjour. Benjamin Grange, donc président de Mascaret. Est-ce que déjà pour les Français, Benjamin, est-ce que l'économie, ça reste vraiment un enjeu, un sujet majeur de cette campagne, alors qu'on le sait que le conflit en Ukraine est au centre de l'actualité? Oui, c'est même très important, guerre en Ukraine ou pas. Le programme économique sera une fois de plus un élément majeur dans le choix des électeurs dans l'élection qui se profile. Et ce n'est pas une surprise. Le véritable point nouveau, c'est le niveau que l'économie atteint en fait dans cette campagne. Parce que c'est presque 88% des Français qui disent que ce sera un élément important dans leur vote, avec 35% qui assument même que ce sera central, disant que ce sujet sera extrêmement important. Alors, quand on creuse après dans les différentes sensibilités politiques, si on met de côté le mouvement de Zemmour, plus on se situe aux extrêmes, moins le sujet de l'économie est considéré comme important. Et par contre, quand on se recentre sur Europe Écologie Les Verts, eh bien 9 écologistes sur 10, 91% exactement, considèrent que le sujet économique est majeur et 28% disent qu'il sera même très important. Et le programme économique de Yannick Jadot, Benjamin, est-ce qu'il est connu des Français ? Alors voilà le premier paradoxe. Alors qu'on vient de dire que l'économie était majeure, eh bien seulement 39% des Français connaissent le programme des principaux candidats. Et quand on teste et quand on zoome sur votre programme Yannick Jadot, c'est seulement 32% versus 39% qui disent le connaître. Et parmi eux, la plupart n'ont en fait qu'une idée très vague, parce que seulement 3% savent précisément ce que vous avez ce que vous proposez en matière économique. Et quand on regarde vos propres sympathisants, 58% disent que seulement 58% disent qu'ils savent ce que vous proposez, et 7% assez précisément. Donc on voit bien que dans cette campagne présidentielle qui est assez particulière, qui a commencé avec l'Ukraine, qui a commencé avec le Covid, qui continue avec l'Ukraine, le contenu des programmes et notamment le fonds économique, alors qu'il est majeur, eh bien ça reste un vrai sujet pour arriver à toucher les Français. Et sur les mesures maintenant, sur les mesures économiques qui sont dans le programme de Yannick Jadot, qu'en pensent les Français? Est-ce qu'elles sont plébiscitées? Est-ce qu'elles sont rejetées? Lesquelles? Eh bien, bonne nouvelle. On a testé ces principales mesures. Pas toutes, Yannick Jadot, pas toutes. Voilà, en tout cas, on en a testé 8. Et ce qui est dommage, c'est que ces propositions, si elles étaient davantage connues, eh bien, elles seraient bien mieux recueillies, parce que quand on les teste une à une, eh bien, il se trouve qu'il y a une adhésion assez significative. Prenons un certain nombre d'exemples. Évidemment, quand vous proposez le relèvement du SMIC de 10% dès 2023, 74% des Français considèrent que c'est une bonne proposition, rien de très étonnant. Évidemment, ça monte à 83% sur les militants, les sympathisants Europe Écologie Les Verts. Le plan d'investissement de 60 milliards d'euros pour développer les énergies renouvelables, là encore, 65% des Français considèrent que c'est positif. L'interdiction de la chasse le week-end et les vacances scolaires, vous avez encore vu juste, car 65% des Français considèrent que c'est là encore une bonne proposition. C'est pas complètement une mesure du programme économique. Ouais, en tout cas, nous l'avons testé avec. Suit la TVA à taux zéro pour les produits bio. Encore là, 57% considèrent que c'est une bonne mesure.
et le bonus-malus climatique sur la fiscalité des entreprises, Alors 53% là encore considèrent que c'est une bonne mesure. Et puis là où on change complètement de tendance, c'est quand soit vous parlez du temps de travail, soit évidemment on parle de nucléaire. Et là, il y a un renversement de tendance, puisque la réduction du temps de travail que vous proposez, avec cette semaine de 4 jours ou une année sabbatique tous les 5 ans, seulement 43% des Français considèrent que c'est une bonne proposition, même si dans vos militants, évidemment, ça monte à 67%. La sortie progressive du nucléaire, on voit bien que la France et les Français ont évolué, seulement 40% considèrent que c'est une bonne proposition. Et quant au revenu citoyen dès 900 €, dès 18 ans, non cumulable avec d'autres allocations, seulement là encore 40% des Français considèrent que c'est une bonne proposition. Donc vous avez quand même 5 propositions un peu majeures qui aujourd'hui vraiment sont perçues comme des bonnes propositions et mériteraient d'être davantage connues. Qu'est-ce que vous retenez de ce sondage, Yannick Jadot? Parce que, si je résume, hein, Benjamin, ces propositions intéressent les Français, on le voit. Elles sont moins connues que les autres candidats et en même temps, elles sont parfois jugées insuffisantes pour avoir un impact fort sur la vie des Français. Quelle réaction à chaud? Il faut qu'il y ait le débat dans cette campagne présidentielle. Ce qui se joue, c'est quand même effectivement l'avenir de notre économie. Ce qui se joue, on le voit bien, c'est des enjeux de souveraineté. J'ai parlé du climat, de la biodiversité et de l'innovation industrielle. Quelles sont... Au fond, comment on va réussir à débattre de toutes les leçons que nous devons tirer de la pandémie, fragilité de l'hôpital public, problème de vulnérabilité économique, de dépendance sanitaire, y compris on n'a pas eu notre vaccin. Les Français, c'est quand même un des rares pays à ne pas avoir eu de vaccin, un pays fort. On a aujourd'hui l'enjeu de notre souveraineté énergétique, toujours en lien avec le climat, mais en lien avec notre avenir économique, l'enjeu de la souveraineté alimentaire. Donc, au fond, la question économique doit être repensée au regard des défis que nous traversons. Et débattue. Et débattue. Parce que si on n'arrive pas à débattre dans ces moments de tension, d'angoisse et de peur, que le débat politique ne permet pas d'être un débouché à toutes ces interrogations ou à ces angoisses, on va avoir un problème démocratique dans notre pays. Donc, si vous voulez, moi, ce que j'espère, c'est qu'effectivement, et je sais que l'écologie a la responsabilité, l'écologie n'a jamais gouverné. Donc on doit aussi lever des doutes sur notre crédibilité à gouverner. Je sais que certains s'interrogent sur, finalement, est-ce que, on voit bien, au fond, les propositions les plus environnementales sont largement soutenues, mais que les gens se disent, la transition énergétique, ça va marcher ou ça ne va pas marcher avec les écolos ? C'est responsable ou c'est pas responsable? On aurait pu parler de problèmes de sécurité ou de politique étrangère. Donc la campagne, pour moi, doit servir à lever ces doutes et à convaincre. Quand on a la question, par exemple, sur la transition énergétique, on voit aujourd'hui que notre dépendance au gaz, on en a parlé, est un drame pour le climat, est un drame pour la démocratie et notre sécurité. OK. Le nucléaire, est-ce que c'est la bonne solution ? Moi, je veux prendre le temps dans cette campagne d'expliquer que si je ne veux pas construire de nouveaux réacteurs nucléaires, parce que quand on voit le fiasco de Flamanville, franchement, se dire on va multiplier les fiascos pour avoir des réacteurs en 2040-2045, est-ce que ça répond au pouvoir d'achat des Français aujourd'hui? Est-ce que ça répond à l'enjeu climatique et à l'urgence climatique? Non. Je veux pouvoir expliquer que le chemin que je propose est un chemin de raison, est un chemin d'innovation économique, est un chemin de création d'emplois. On investit massivement sur les économies d'énergie, notamment dans les logements. On en a parlé, c'est bon pour le pouvoir d'achat, c'est bon pour l'emploi, c'est bon pour notre souveraineté. 10 milliards d'euros. 10 milliards d'euros par an. Déployer les énergies renouvelables aujourd'hui. J'écoutais le débat en Allemagne au Bundestag. Mais même les libéraux aujourd'hui disent que les énergies renouvelables sont les seules énergies de paix et de sécurité, au-delà des énergies nécessaires pour le climat. Et donc je veux convaincre qu'en déployant les énergies renouvelables, en maîtrisant notre consommation, petit à petit, on fermera les réacteurs nucléaires les plus dangereux, les plus vieux, sans évidemment remettre en cause notre sécurité d'approvisionnement électricité. Moi, je ne suis pas le candidat de la panne électrique. Les candidats de la panne électrique, c'est ceux qui aujourd'hui défendent un nucléaire. 25% de notre production aujourd'hui est bloquée
du fait du vieillissement des centrales. La solution, on nous propose pour 2040-2045. Non, la vraie solution à la sécurité énergétique aujourd'hui, c'est de déployer massivement et rapidement des énergies renouvelables. Donc, je sais qu'il va falloir lever les doutes, mais je suis convaincu de la crédibilité de mon projet. Donc, ça va être, j'espère, un grand moment démocratique parce qu'on en a besoin. Allez, merci Benjamin Grange pour Mascaret. À présent, il est temps de mettre les points sur les i. Et oui, votre programme économique soulève pas mal d'interrogations et demande quelques éclaircissements. Bonjour François. Bonjour. François Miguet pour Le Point, justement puisqu'on parle de nucléaire, vous avez une question? Oui, Monsieur Jadot, vous souhaitez que la France sorte du nucléaire. Aujourd'hui, c'est près de 70% de notre production électrique et on voit que les pays voisins en Europe qui sont sortis progressivement du nucléaire doivent faire appel à beaucoup d'énergie fossile, du charbon ou du gaz. Alors comment on va faire? Eh bien justement, en maîtrisant nos consommations, en investissant massivement sur les énergies renouvelables. Vous savez, je le disais tout à l'heure, investir sur l'efficacité énergétique aujourd'hui, c'est potentiellement supprimer notre dépendance face au gaz russe. C'est quand même un enjeu géopolitique assez extraordinaire. Donc mettons le paquet là-dessus et déployons les énergies renouvelables. Vous savez que dans le monde, aujourd'hui, plus de 80% des nouvelles capacités de production électrique sont les énergies renouvelables. Dans le monde, en Europe, on doit être à 90-95%. Donc là où les investisseurs investissent, là où les entreprises créent de l'emploi, c'est sur les énergies renouvelables, avec la palette d'énergies renouvelables, de l'hydraulique, de la géothermie, de la biomasse, de l'éolien, du photovoltaïque. C'est là que se font les investissements. Le nucléaire, au-delà des dangers, on le voit en situation de conflit, avec Tchernobyl et la centrale, la plus grande centrale d'Europe qui a été attaquée par la Russie. Aujourd'hui, c'est une électricité. Quand je regarde le programme de Emmanuel Macron avec ses EPR, ça sera une électricité 2 fois plus chère que mes énergies renouvelables que je veux développer. C'est un choix économique, c'est un choix social, c'est un choix de pouvoir d'achat. Moi, je ne vois pas d'entreprise privée investir sur le nucléaire. Est-ce que vous en connaissez? Les Est-ce Allemands, que vous en connaissez? des entreprises qui Des investissent sur le entreprises nucléaire. privées qui Moi, investissent sur le nucléaire. je suis le journaliste, c'est moi qui pose les questions, Monsieur Ah Jadot. oui, non, mais on peut avoir un débat. D'ailleurs, dans les relations Attendez, dont il faut sortir, la relation d'EDF avec Rosatom, c'est peut-être bien de l'arrêter aussi. Question sur les éoliennes aussi. Pardon. Question Alors, sur les éoliennes. voilà, mais sur les éoliennes, vous voulez construire 3000 éoliennes dans le pays. Or, on le voit, à chaque fois qu'il y a des projets d'éoliennes, dans les communes, il y a des tirs de barrages. Et puis, c'est assez compliqué sur le plan juridique, ça prend très longtemps. Donc, comment vous comptez vous y prendre pour les construire concrètement? Sans braquer tout le monde. D'accord. Je pense qu'il faut arrêter de dire sans braquer tout le monde, si je peux me permettre. Parce que dans beaucoup de communes, ça se passe très très bien. On ne parle que des trains qui arrivent en retard, c'est ça? Oui. On parle des projets qui, incontestablement, ne devraient pas être déposés. Moi, là, aujourd'hui, dans notre pays, vous pouvez déposer des projets quasiment, y compris dans des réserves naturelles. Ça n'a aucun sens, parce qu'on sait qu'à la fin, le projet n'existera pas. Donc on se focalise sur ces projets qui ont pour seul objectif de rentabilité économique, sans concertation avec les populations. Moi, ce que je veux, c'est qu'on définisse les zones où on peut poser de l'éolien, et que ça soit concerté avec les populations. Et je peux vous dire que dans beaucoup d'endroits, quand c'est concerté avec les populations, ça marche très bien. Enfin, quand vous regardez, y compris dans vos journaux, les pubs d'Engie, de Total ou d'EDF, ils mettent jamais une centrale gaz, un forage de pétrole ou une centrale nucléaire. Ils mettent plutôt des éoliennes. C'est pour dire que, et dans toutes les enquêtes le prouvent, les Français sont très majoritairement favorables à l'éolien. Mais ce que je veux faire, c'est, y compris dans beaucoup d'endroits, au fond, on a posé depuis des années des éoliennes qui sont à 2 mégawatts de puissance, 2 mégawattheures. Aujourd'hui, il y a eu un tel progrès qu'on peut poser les mêmes éoliennes, enfin les remplacer par des éoliennes à 6 mégawatts. Donc on peut atteindre nos objectifs sans forcément installer beaucoup plus d'éoliennes. Et puis enfin, il y a l'éolien offshore. L'éolien en mer. L'éolien en mer, 5400 éoliennes posées en mer du Nord. Même chez nos Belges, c'est plusieurs centaines. Chez On nos est amis belges. très en retard en France. C'est des milliers en Grande-Bretagne. Ouais. On en a une en France. Une en France. Saint-Nazaire, c'est ça, non?
Non, c'est au large du Croisic. Au large du Croisic, qui est une éolienne expérimentale, d'ailleurs, moi je l'ai visitée, c'est génial parce que c'est l'école centrale de Nantes qui a réfléchi, c'est une éolienne flottante, donc c'est très, nos ingénieurs... À quelle distance des côtes? Oh, celle-là, elle est, 40, elle est petite en plus, celle-là, elle est petite parce que c'est une éolienne de démonstration. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a là la possibilité de développer des industries, des emplois, et une indépendance énergétique qui est très très forte, et y compris dans la mer du Nord, ça se passe très bien avec les pêcheurs. Donc, faisons de ces énergies des outils de compétitivité, d'innovation, de création d'emplois sur nos territoires. Franchement, là, il y a des marchés à prendre et un leadership à prendre. Alors, juste, excusez-moi, sur les éoliennes, ce sont des énergies qui sont intermittentes, c'est des solutions qui sont intermittentes. Comment vous réglez la question du stockage ? Vous avez raison, l'éolien en tant que tel est intermittent. L'éolien offshore, en réalité, l'est de moins en moins, par l'efficacité qui est, au fond, c'est une énergie qui est en train de changer de statut. Ce qui est intermittent aujourd'hui dans notre pays, c'est le nucléaire. 13 réacteurs à l'arrêt, y compris les derniers. C'est un problème d'intermittence, parce qu'on a des problèmes de maintenance sur nos centrales nucléaires. Mais la question n'est pas... si vous voulez, la question du climat, aujourd'hui, dans notre pays, est en train de s'organiser autour du nucléaire contre l'éolien. Ce n'est pas le sujet, en fait. Le sujet, c'est on a des centrales vieillissantes, on a deux options. Est-ce qu'on reconstruit des centrales nucléaires? C'est le projet d'Emmanuel Macron et d'autres candidats. Est-ce qu'on a un chemin de transition énergétique fondé sur l'innovation et les énergies renouvelables et la maîtrise? Et donc, vous voyez bien sur le chantier éolien, par exemple, de Dunkerque qui sera mis en place au large, on est à un prix rendu kilowattheure de 50 € le mégawattheure. Sur le PR de Flamanville, on est à 120. Donc à un moment donné, il va falloir aussi penser rentabilité, rationalité et pouvoir d'achat. Il faut vous interroger, Yannick Jadot, sur votre ISF climatique qui s'applique au-delà de 2 millions d'euros avec des taux qui vont de 1% jusqu'à 3%. À cela, il faut ajouter un bonus-malus en fonction de l'impact du CORA sur le climat. Le patrimoine du contribuable. Est-ce que tout ça n'est pas confiscatoire au final quand on sait que le rendement de l'assurance vie est d'1%, avoir des taux à 3%? Bref, est-ce que vous prenez le risque de voir partir les plus riches et les plus aisés? Écoutez, ça fait un moment qu'on nous raconte cette histoire-là. Vous savez, Emmanuel Macron a supprimé l'ISF en disant que ce serait bon pour l'investissement. Il a fait la flat tax en disant que ce serait bon pour l'investissement. Toutes les analyses qui ont été faites, y compris de l'Institut sur les politiques publiques, ils ont dit que c'est un petit peu tôt pour juger. C'est un peu tôt pour juger. Non. Toutes les études ont dit c'est zéro sur l'investissement. Ça n'a fait qu'accroître les dividendes. Il ne vous a pas échappé que pour les milliardaires dans notre pays, y compris dans la période du Covid, vous avez eu une augmentation des fortunes de près de 100%, 86%. Ce sont des centaines de milliards d'euros. Mais c'est lié aux politiques monétaires des banques centrales, vous savez, essentiellement. Non, oui, mais la question c'est, à un moment donné, dans notre pays, est-ce qu'on continue sur le chemin les plus riches s'enrichissent, les plus pauvres stagnent ou s'appauvrissent pour les plus pauvres, et on a un hôpital... C'est la question des inégalités patrimoniales. On a un hôpital qui s'effondre, une école qui est au bord du gouffre, et une société qui se divise et qui, à un moment donné, a tellement peur que vous avez les paniques identitaires qui arrivent, instrumentalisées par l'extrême droite, et donc nous sommes collectivement en danger? Ou est-ce que les plus riches payent leur juste contribution à la solidarité nationale pour que tout se passe bien? Moi, je fais confiance aussi aux plus riches pour considérer que leur enjeu, ce n'est pas simplement d'accumuler les milliards, mais qu'une partie de leur richesse favorise la solidarité nationale. Donc oui, j'assume un ISF qui à la fois évitera les dérogations dont ont profité les milliardaires, et puis si effectivement le patrimoine financier est un patrimoine, par exemple, investi dans Total, eh ben, il sera taxé parce qu'il faut réorienter le patrimoine. Justement, on voulait vous demander comment vous calculez précisément l'impact climatique sur les actifs détenus. On va faire un carbon score. On est capable de faire ça. Mais ça peut être par exemple la personne âgée qui a une grande maison et qui est une passoire thermique qui se retrouve à... D'accord. Alors, la personne âgée, on parle là... Âgée ou pas âgée, mais quelqu'un qui a une passoire thermique qui vaut un peu d'argent. On parle d'un ISF au-delà de 2 millions d'euros de patrimoine. Donc, je cible les 1% les plus riches. Avec toujours l'abattement sur la résidence principale. D'accord ? 30%.
Voilà. Si on est sur un patrimoine qui est un patrimoine historique, protégé, tout ça, il y a aussi des dérogations parce que si vous avez un château du XIIIe siècle, évidemment, en faire un bâtiment passif ou à énergie positive, c'est un peu compliqué. On en a parfaitement conscience. Mais franchement, au-delà de 2 millions d'euros, 1% jusqu'à 8 millions, 2% de 8 à 1 milliard, 3% au-delà. Franchement, les plus riches d'entre nous peuvent participer à ça et on mettra en place ce Carbon Score pour Avec évidemment... le risque que ce soit une usine à gaz, c'était votre crainte aussi? J'aime bien ce terme usine à gaz, c'est qu'on parle du climat. On a parlé pas mal de gaz. Ouais, on a parlé du gaz, si on pouvait en sortir. Non, franchement... C'est compliqué quand même de mettre en place des critères très précis là-dessus. Franchement, les banques aujourd'hui ont des comptes à rendre sur la façon dont ils gèrent leurs placements financiers. Les grandes entreprises, vous le savez, aujourd'hui, doivent rendre des comptes sur leur trajectoire carbone. C'est le grand défi de l'humanité. Est-ce qu'à un moment donné, quand on est capable, y compris de tracer n'importe qui, n'importe où dans le monde, quand vous faites un choix de consommation ou un choix sur un réseau social, on vous enverra à un moment donné, on marchandisera vos données personnelles, tout ça, et d'un seul coup, le grand défi, on n'arriverait pas à l'évaluer, et ben on construira les outils pour le faire. Autre proposition qui est liée, vous proposez de conditionner les dividendes versés par les entreprises à des critères climatiques. J'aimerais que vous m'expliquiez comment l'État peut imposer à des entreprises privées des contraintes sur les versements de dividendes. Alors, ce n'est pas exactement ça. C'est l'idée de moduler l'impôt sur les sociétés en fonction aussi de la trajectoire carbone. Donc, on peut, là aussi, ça correspond à l'engagement que doivent prendre les entreprises et les trajectoires de décarbonation qu'elles doivent engager. Et il y aura un malus fiscal sur les entreprises qui ne suivent pas une trajectoire de responsabilité et un bonus fiscal pour les entreprises qui le font. Moi, je veux, si vous voulez, on a 140 milliards d'euros, je ne parle pas de la fiscalité, 140 milliards d'euros d'aide aux entreprises dans notre pays. C'est considérable. On a 8% du PIB, ce sont les marchés publics. On a le crédit impôt recherche. Tous ces outils-là, aujourd'hui, ne discriminent pas entre les entreprises en fonction du climat, en fonction de la justice sociale, en fonction de l'égalité femmes-hommes. Il est temps qu'on retrouve de la puissance publique et que cet argent-là qu'on met à disposition des entreprises serve davantage l'intérêt général. Ça me paraît au fond juste du bon sens que de savoir qu'est-ce qu'on fait de notre argent public. Un petit mot de la retraite. Vous ne touchez pas à l'âge légal de départ à la retraite. Pourquoi ce statu quo, Yannick Jadot, alors que la Cour des comptes vient de rappeler que notre système de retraite restait durablement en déficit? Vous faites la moule quand je dis ça? Non, parce que quand on regarde les rapports du COR, qui est le comité de rotation sur les retraites, qui a fluctué aussi. Ils disent qu'aujourd'hui, notre système est globalement à l'équilibre. Non. Ah si, regardez les rapports. Combien on a cette année de déficit non, mais du système des retraites? On a eu beaucoup de déficits ces dernières 18 années, milliards. Mais regardez la trajectoire du COR. Donc ils disent que notre système est à l'équilibre avec les réformes qui ont été engagées, notamment les réformes Touraine. Donc on ne fait pas d'effort pour pérenniser notre système des retraites avec Yannick Jadot. C'est une question. Quand le COR dit notre système est globalement à l'équilibre, je le tiens. Le débat qu'il y a aujourd'hui sur les retraites n'est pas sur l'équilibre du dispositif actuel. Il est sur si on a la 5e branche et qu'on finance la dépendance, est-ce qu'on le finance à partir du régime des retraites? C'est ça le débat. Ce n'est pas le débat sur l'équilibre de notre système de retraite. Deuxièmement, on a un retraité, un actif sur 2 qui fait valoir ses droits à la retraite, qui justement n'est plus en activité. Chômage, maladie, minima sociaux. Il y a un sujet là. Donc, et on a, vous le savez, un énorme problème de travail des seniors dans notre pays. Donc, étendre, reculer l'âge de la retraite, aujourd'hui, c'est une opération injuste du point de vue des longues carrières et des carrières de pénibilité. Et c'est un transfert. Et c'est un transfert entre différents régimes de sécurité sociale. Si moi, je de la retraite au chômage. Je veux toucher, et aux maladies, attention, aux maladies. Moi, si je veux toucher aux retraites, c'est remettre pleinement la pénibilité
dans notre système de calcul des retraites. Vous savez qu'Emmanuel Macron a supprimé certains critères majeurs de pénibilité, qu'on a une différence d'espérance de vie entre un ouvrier et un cadre à la retraite de 10 ans en bonne santé. Vous voyez l'injustice profonde qu'il y a dans nos sociétés. Donc je mettrai le paquet sur la pénibilité, ça veut dire la santé au travail, ça veut dire la santé dans la société, pollution de l'air, maladies chroniques, conditions de travail, ça doit être le cœur, y compris d'une politique de prévention en matière de santé. Allez, merci beaucoup. Merci. François Miguet pour le point. Et maintenant, c'est l'heure de faire les comptes. Le projet économique de Yannick Jadot est-il réaliste sur le plan budgétaire? Bonjour Béatrice. Bonjour David. Béatrice Mathieu pour l'Express, est-ce que le compte est bon? Est-ce que l'équation budgétaire, est-ce qu'elle est bouclée? Bonjour. Bonjour, Alors, madame. nous nous sommes plongés dans votre programme, Yannick Jadot. Donc, dans le volet dépenses, vous annoncez 70 milliards d'euros de dépenses nouvelles, Oui. dont un chèque énergie porté à 400 euros pour 6 Oui. millions de Français, des allocations familiales portées à 70 euros par enfant dès le premier enfant, 200 000 embauches de fonctionnaires, dont la moitié à l'hôpital et 65 000 à l'école. Mhm. Plan de rénovation des bâtiments, 10 milliards d'euros par an. Plan de modernisation des infrastructures ferroviaires de 4 milliards d'euros par an. Et en face, un Big Bang fiscal, teinté effectivement de bonus, malus et écologique. Un ISF climatique, 15 milliards d'euros. Suppression des impôts de production, là, fléchée vers un fonds de mutation industrielle. Hausse de la fiscalité sur l'héritage et de l'IR, de l'impôt sur le revenu, 8 milliards. Suppression de la... On ne crée aucun rendement sur l'impôt sur le revenu. Je veux dire, notre solde est nul sur l'impôt sur le revenu. Mais vous avez une hausse de la fiscalité sur l'héritage. Oui, d'accord. Voilà. Mais sur l'impôt sur le revenu, c'est neutre. Simplement, ce Et qu'on fait, l'héritage, c'est c'est 9 milliards. simplement ce 9 qu'on milliards fait, sur c'est l'héritage. on déconjugalise l'impôt sur le revenu. D'accord. Et suppression Parce de que la flat tax. Oui. Et donc 7 milliards. Alors, et de donc recettes. Alors on fait le compte de tout ça, on a fait les additions. Je n'ai pas l'impression que les dépenses nouvelles, les 70 milliards, sont couvertes par une hausse des recettes équivalentes. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de limite à la dette ? Dans mon projet, toutes les dépenses qui vont vers la réparation de la société, on a parlé de l'hôpital, de l'école, du revenu citoyen, parce que je pense qu'il faut que nos jeunes soient autonomes et qu'ils sortent de la grande pauvreté. Donc tout ça est adossé à de nouvelles recettes. La partie qui va relever de l'emprunt, c'est toute la partie investissement, bâtiment, renouvelable, transport notamment. Et j'assume qu'il y aura 25 milliards d'endettement supplémentaire. le gouverneur de la Banque chaque de année. France dit Chaque qu'il ne année. faut pas augmenter, il ne faut plus augmenter Même la c'est dette. il est dans son rôle. Il est parfaitement dans son rôle. Moi, La je suis dette dans- n'est pas un problème pour vous. D'accord. Je ne dis pas que ce n'est pas un problème. Je dis que la question, c'est la priorité des problèmes. On a le dérèglement climatique qui cogne. On a le rapport du GIEC qui nous dit quand même à quel point ça va être une catastrophe. Donc, le dérèglement climatique, il est déjà là. Est-ce que s'en occupe, y compris au regard de la guerre en Ukraine? Est-ce qu'on a construit cette souveraineté énergétique ou pas? Y compris, moi, je propose un grand plan européen d'investissement, de sécurité climatique et énergétique. Mettons enfin le paquet sur ces sujets-là, c'est bon pour l'Europe. Donc, investissement, 25 milliards de plus d'endettement par an à la BCE. Aujourd'hui, on a des taux d'intérêt réels négatifs. Des taux d'intérêt réels négatifs. En réel, déduit de l'inflation. Oui, donc c'est ça qui compte. Là, Oui, c'est donc le on taux ne d'intérêt sait réel. pas où est l'inflation, on le sait Donc- dans 6 mois. Donc on n'aura peut-être ce plus que des je taux veux dire, d'intérêt c'est que réels négatifs. s'endetter aujourd'hui auprès de la BCE sur 50, 60 ans, alors qu'aujourd'hui, on le sait, on se refinance notre dette à taux nul, alors qu'on a en face une dette climatique qu'on ne pourra pas payer, qu'on ne pourra pas rembourser, qui cogne dès maintenant, un effondrement de nos services publics, de la cohésion nationale, qui nous amène à avoir toutes les théories les plus dingues, les plus nauséabondes de l'extrême droite qui sont en train de diviser le pays. Et bien moi, je veux ni les théories nauséabondes du grand remplacement, ni qu'on soit percuté par le grand réchauffement. Donc j'assume
que la priorité climatique, la priorité sociale, la priorité d'aménagement de nos territoires sont des urgences du quinquennat et qu'une dette contractée à la BCE pour 60 ans n'est pas aujourd'hui notre problème prioritaire. Côté recettes fiscales, il y a des questions sur certains chiffrages, Béatrice, notamment sur la fraude fiscale. Oui, vous pensez sur ce volet-là trouver 10 milliards d'euros. Vous n'êtes pas le seul à mettre le sujet de la fraude fiscale et de l'évasion fiscale sur la table. N'est-ce pas finalement un peu une solution de facilité? Je suis d'accord pour dire que c'est un sujet important, mais quand on ne veut pas finalement s'attaquer ni au poids de la dépense publique, ni surtout à l'efficacité de la dépense publique. Alors, vous voyez que quand je dis que tous les euros d'argent public seront aujourd'hui conditionnés à des objectifs clairs de politique publique, climat, justice sociale, égalité femmes-hommes, c'est au contraire de l'efficacité de la dépense publique. Vous connaissez le débat, par exemple, sur le crédit impôt recherche. Y compris les Haguillon et tout ça, disent aujourd'hui, notre système n'est pas performant. C'est un bon outil dans l'objectif, mais il n'est pas performant dans son efficacité à investir dans les entreprises en lien avec la recherche publique. Quand on a 140 milliards d'euros, encore une fois, qui vont à l'économie et qu'on ne sait pas bien à qui on le donne, si ça sert l'intérêt général ou si ça le dessert, ça n'est pas de l'efficacité de dépenses publiques. Quand on a un livret A et un LDDS qui aujourd'hui doivent être autour de 450 milliards d'épargne. Le livret de développement durable et solidarité, à votre avis, à quoi sert l'argent? On pourrait penser que ça sert au développement durable et à la solidarité. C'est 5 à 10%. Donc on a une capacité d'efficacité dans l'orientation de l'argent disponible, qui est le cœur de mon projet. Mais j'assume effectivement de faire de l'emprunt. Enfin, sur la question de l'évasion fiscale, on a quand même étonnamment, on sait aujourd'hui que, vous voyez ce qui se passe, y compris avec la Russie, on est quand même capable d'aller chercher les mecs à Monaco, en Suisse, et d'aller arrêter maintenant des bateaux n'importe où. Donc, quand on veut chercher, on trouve. Et on a réduit à Bercy la capacité d'aller traquer l'évasion fiscale. On sait qu'à chaque fois qu'on crée un poste de fonctionnaire, d'inspecteur des impôts en charge de l'évasion fiscale, il rentabilise largement son poste parce qu'il trouve. Donc on mettra le paquet effectivement sur l'évasion fiscale à l'échelle nationale comme à l'échelle européenne. Sur l'ISF climatique, ça rapporterait selon vous 15 milliards d'euros. C'est crédible ou pas, Béatrice? Alors 15 milliards, c'est 3 fois plus que l'ISF ancienne version. Vos concurrents de gauche, qui ont aussi un ISF climatique, tablent sur 4 milliards pour Mme Hidalgo, 8 milliards pour Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que vous n'êtes pas là aussi trop ambitieux? Non, parce qu'en fait, moi je reviens sur ce qui a été le grand contournement de l'ISF, c'est le fait de plafonner l'impôt sur la solidarité, l'impôt de solidarité sur la fortune, à 75% du revenu. C'est ça qu'il faut déverrouiller. Vous voyez bien que le Conseil constitutionnel, qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit à un moment donné, vous ne pouvez pas, au fond, plus taxer, c'est confiscatoire, d'imposer plus de 75% sur les revenus. Sauf que ça a été l'outil majeur de défiscalisation de l'impôt de solidarité en dissociant totalement le patrimoine du revenu. Ce qui fait qu'en fait, des milliardaires n'étaient imposés pour rien, alors qu'ils ont effectivement des milliards de patrimoine. Donc au fond, dans l'esprit, la loi a été contournée. Et donc nous reviendrons devant le Conseil constitutionnel pour sortir de ce plafonnement qui a été d'abord un outil au fond, d'évasion fiscale. La philosophie de votre politique fiscale, c'est le bonus-malus écologique, Yannick Jadot, appliqué à tous les impôts, l'impôt sur la fortune, la TVA et l'impôt sur les sociétés. Et là, Béatrice, pour le coup, ça pose des questions. Alors, je sais que vous n'aimez pas en parler d'usine à gaz fiscale. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais il va bien falloir quand même mettre en place une taxonomie, une classification de ce qui sera moins taxé et plus taxé, avec des situations qui peuvent parfois être un peu ubuesques. Je vais juste vous donner un exemple, celui sur la TVA, puisque vous dites qu'il faut aussi mettre en place une TVA modulable. Donc vous proposez 0% de TVA pour les produits bio, et puis une TVA à 20% pour les produits très transformés. Mais bon, vous avez des produits bio qui viennent du bout
de l'autre bout de la planète, et donc avec un contenu climat carbone très important, et vous avez des produits bio qui peuvent être ultra transformés. On fait comment? Ah, elle marque le point là. Oui et non, si vous voulez. Mais c'est quoi la logique? C'est qu'aujourd'hui, il faut effectivement accompagner et rendre accessible aux consommateurs ce qui est responsable. Mes collègues suédois avaient mis en place en Suède justement une TVA modulée, par exemple, sur les services de réparation. Vous savez que vous prenez votre télé, elle tombe en panne, et dans la majorité des cas aujourd'hui, maintenant, vous ne la faites pas réparer, vous la renvoyez, au mieux c'est reconditionné par des associations. Bon, bref, il faut combattre l'obsolescence programmée et il faut installer le principe de réparation, de réutilisation, de recyclage. C'est la force de l'économie circulaire. Je veux dire, l'économie circulaire, ce n'est pas seulement une économie qui tourne en rond. L'économie circulaire, c'est la batterie électrique recyclable. L'économie circulaire, c'est ce qu'on va faire avec l'hydrogène vert. Bon, tout ça est extrêmement moderne, extrêmement innovant. Donc il faut favoriser, y compris. Mais la TVA à 0% sur le bio, ça sera une négociation européenne. De toute façon, il y a des marges de manœuvre aujourd'hui dans l'Europe, mais tout le monde sait en Europe qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas discriminer en fonction de l'environnement, alors que l'environnement est au cœur de l'agenda européen. Donc il va falloir avancer sur les directives sur la TVA pour faire en sorte qu'effectivement, on taxe plus ce qui est aberrant, ce qui a fait des milliers de kilomètres, comme les yaourts qui font des milliers de kilomètres, ce qui est trop gras, trop sucré, trop salé, parce qu'on sait que ça développe des maladies majeures dans notre pays. Il y a une explosion des maladies chroniques liées à la malbouffe. Donc à un moment donné, il faut aider à aller vers une consommation responsable. C'est mon objectif. Allez, merci beaucoup Béatrice Mathieu pour l'Express. Maintenant, Merci. On passe au débrief. Et débrief qu'on va faire avec Denis Ferrand, directeur général de l'Institut Rexecode, proche du monde de l'entreprise. Bonjour Denis. Bonjour David. Vous avez suivi attentivement l'émission en régie. Quels sont les points d'accord, de désaccord avec ce que vous avez entendu? Est-ce que vous êtes tombé de votre chaise? Non, je suis resté sur ma chaise. Bonjour monsieur Jadot. Bonjour. Et en fait, j'ai été très intéressé par tous les éléments que vous avez évoqués, notamment sur l'énergie. On voit bien, en plus, la crise russo-ukrainienne, enfin le conflit russo-ukrainien accentue cette question. Et justement, j'aurais voulu revenir un peu sur quelques points qui me semblent nécessiter un peu d'éclaircissement. Tout d'abord, le chèque énergie que vous envisagez à très court terme. Le chèque énergie, donc vous avez évoqué 400 €. Est-ce que vous avez une conditionnalité de ce chèque énergie? Quelle est la population qui est concernée par ce chèque énergie? On sait qu'il y en a eu un qui a été mis en place sans véritable discrimination selon la population, alors que l'on sait que le poids de l'énergie est très différent selon que l'on est un urbain, selon que l'on est un rural, selon le niveau de revenu. Donc est-ce que vous avez un élément de conditionnalité qui permet d'orienter ceci vers la population? Et vous avez aussi évoqué un gain de pouvoir d'achat de 700 € avec la rénovation du bâtiment. Mais la rénovation du bâtiment, c'est certes affaire d'économie d'énergie dans l'usage, mais c'est aussi en premier lieu un investissement qui est à réaliser. Donc comment est-ce que l'investissement, comment est-ce que vous envisagez la réalisation de cet investissement? Puis j'aurais une troisième question sur l'énergie, parce que vous parlez de transition énergétique, et dans le mot transition, il y a un chemin qui est décrit. Or, on a l'impression que le chemin il est en train de se raccourcir. Je veux prendre pour exemple l'évolution de la production d'électricité par le parc nucléaire en France. On est passé en gros de 400 TWh à 300 TWh. Et donc, c'est inquiétant, vous avez raison. Et c'est un point qui aujourd'hui va poser vraiment la question de la vitesse de transition. Parce qu'il y a la montée en puissance, bien entendu, que vous appelez de vos voeux des énergies renouvelables. On sait que ça va poser un problème d'intermittence. Et il y a un substrat qui vient par le nucléaire qui permettait un peu d'amortir cette intermittence. Donc comment est-ce qu'on arrive à échapper au trou noir qu'il pourrait y avoir si jamais le recul de la production d'énergie en provenance du nucléaire s'accentue encore un peu? On va démarrer par la dernière question. Effectivement, aujourd'hui, il y a un risque de rupture d'approvisionnement de notre pays en électricité. Heureusement qu'on a le marché européen. Mais s'approvisionner en spot sur le marché européen aujourd'hui nous coûte très cher. Y compris, nous voulons suspendre la directive européenne sur l'électricité qui nous impose aujourd'hui d'avoir comme prix de l'électricité
la dernière centrale gaz mise en service. Ça n'a aucun sens aujourd'hui, y compris dans le contexte. Donc aujourd'hui, la baisse de production électrique liée au vieillissement de notre parc fait qu'il y a une hausse importante de l'électricité, du prix de l'électricité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'urgence, c'est d'ouvrir de nouvelles capacités de production électrique. On est d'accord? C'est le constat qui est fait au niveau européen, c'est qu'au fond, on n'a pas été assez vite dans l'augmentation de la production d'électricité sur notre continent et particulièrement en France. La France, vous le savez, est le seul pays européen qui n'a pas respecté ses objectifs en matière d'énergie renouvelable. Donc il faut mettre le paquet sur les renouvelables parce que pour installer des renouvelables, ça va 4 fois plus vite que le nucléaire. C'est simplement, si on veut agir en urgence, c'est 4 fois plus vite. Et vous savez que notre mix de renouvelables, ce n'est pas nucléaire versus éolien. C'est photovoltaïque, géothermie, c'est hydraulique, c'est biomasse. Donc au fond, et selon tous les experts, c'est un cadre de mix énergétique renouvelable qui est solide pour notre économie, solide pour les familles. C'est vers ça qu'il faut aller. C'est la réponse la plus économique et c'est la réponse la plus rapide. Sur le chèque énergie, sur la conditionnalité du chèque Alors énergie. sur le chèque énergie, pour l'instant, les 400 € par an, ça va vers les 5,8 millions de familles qui bénéficient déjà du chèque énergie, qui sont les 6 millions de familles presque les plus fragiles socialement, avec déjà des taux qui sont différents. En fait, quand on dit le chèque énergie, aujourd'hui, il est de 100 € ou de 200 €, en fait, ça va de 60 à un peu plus. Donc, c'est déjà adapté à la réalité des Françaises et des Français. Donc, il faut renforcer cette solidarité vis-à-vis des plus fragiles. Moi, je préfère ça à une baisse de la TVA qui touche, j'allais dire, proportionnellement de la même façon que tout le monde. Et moi, je préfère aider l'infirmière qui doit faire 60 km par jour avec sa Clio que le propriétaire d'un gros 4x4 qui va dépenser beaucoup dans l'énergie, mais qui, de fait, pourrait faire mieux. Denis, est-ce que ce programme il est favorable ou pas aux entreprises? Parce qu'entre la suppression des impôts de production, la réduction du temps de travail et le SMIC à 1500 €, j'imaginais que vous pourriez tiquer, vous. Oui, alors, il y a effectivement, c'est l'aspect de compétitivité qui va être posé notamment au travers des enjeux liés aux impôts de production, liés également au SMIC. Et sur la compétitivité, dans votre programme, j'étais très sensible au fait que vous imaginez une nouvelle compétitivité, dans le sens où on va axer celle-ci sur la capacité de l'industrie, de l'économie française à déployer des solutions pour la transition énergétique, pas seulement en France, mais un peu partout dans le monde. La transition industrielle. Voilà, la transition industrielle, mais également pour être offreur de solutions un peu partout dans le monde. Donc effectivement, ça c'est un axe où on va angler la compétitivité sur le produit, sur ce que l'on offre, mais il y a effectivement la condition de coût. La compétitivité, c'est... Vous savez, je lis ce que vous produisez. Yannick Jadot lit Rexecode. Bien sûr, il a des scènes lectures, qui a fait un rapport il y a quelques jours. Je pense que c'était pour les auditions du MEDEF, ou en tout cas c'était dans le même timing, où on nous montrait que la compétitivité de l'économie française continuait à diminuer, y compris sur la plupart des secteurs. Donc c'est une perte de compétitivité structurelle. Quand je lis ce que dit le CEPI, quand je regarde ce que disent Eurostat ou l'OCDE, c'est qu'en fait, notre compétitivité, on ne pourra pas aujourd'hui la construire sur la seule question des coûts, en baissant notamment le coût du travail. Parce que, y compris, la France est un des pays qui a le plus réduit les coûts du travail dans l'économie ces dernières années. Donc je suis convaincu, quand je vois les Suédois mettre le paquet aujourd'hui sur une nouvelle sidérurgie zéro carbone, qui leur permet de conserver leurs entreprises, voire de réindustrialiser, et sur une industrie responsable. Quand je vois toute une série de pays... Il faut faire pareil. Je me dis qu'effectivement, aujourd'hui, notre compétitivité vis-à-vis de la Chine, vis-à-vis des États-Unis, vis-à-vis du Brésil ou vis-à-vis des autres pays européens, va se faire sur ces grands sujets modernes. Moi, ce dont je rêve pour mon pays et ce que je veux porter pour mon pays, c'est qu'on arrive un peu à faire comme, vous savez, un peu comme en Allemagne. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous pouvez avoir des secteurs industriels, si on prend par exemple le cas de l'automobile, ils ont été, moi depuis que je suis au niveau européen, ils ont été réticents, résistants sur le CO2 des voitures et le NOx comme aucune autre industrie. Et puis maintenant, ils ont compris que la modernité, la compétitivité se construisait sur la décarbonation
du secteur automobile. Et d'un seul coup, ils s'y mettent tous, ils mettent le paquet en matière de RD. Avec un risque sur les emplois quand même. Non, parce que en fait, le risque sur les emplois aujourd'hui, il est sur ne pas bouger. En France, tous les 10 ans, on perd 100 000 emplois dans l'automobile. Oui. Tous les 10 ans. Alors qu'on me dit que je n'explique pas, c'est à cause de l'environnement. On les perd. Donc moi, ce que je souhaite, c'est qu'en Allemagne, à un moment donné, ils arrivent à construire un consensus politique. Ce qui fait que les secteurs économiques, non seulement veulent y aller, mais ils savent qu'ils auront la stabilité des politiques fiscales, publiques, d'investissement, administratif, machin, pour dire on va y aller et on va gagner. Et ben moi, je veux que la France gagne sur la transition, parce que la transition écologique, tout le monde devra la faire. À un moment donné, ça arrivera. La question, c'est est-ce qu'on l'a fait trop tard ou pas? Est-ce qu'on l'a fait dans la justice sociale ou pas? Mais à un moment donné, c'est qui va la faire? Ben moi, je veux que ce soit les entreprises françaises. Denis, est-ce que le programme économique de Yannick Jadot plaît ou pas à Rexecode? Est-ce que vous votez pour ou contre? Au final, parce que... Au final, si on lève justement quelques ambiguïtés sur lesquelles je souhaitais vous interroger, alors à ce moment-là, on pourra rediscuter peut-être à la fin de notre échange. Il y a notamment une question qui m'interpelle. C'est la somme des créations d'emplois que vous avez. 100 000 agriculteurs, 100 000 infirmiers. Vous avez plusieurs centaines de milliers d'emplois liés au redéploiement de l'économie dans la rénovation énergétique, la réindustrialisation. On voit également... C'est trop d'emplois créés, vous trouvez? Mais en fait, la question qui me taraude, c'est qu'aujourd'hui, la contrainte que nous présentent les entreprises quand on les interroge, que ce soit des PME, que ce soit des grandes entreprises, c'est qu'aujourd'hui, ils n'ont pas la main-d'œuvre. Ils ne trouvent pas la main-d'œuvre. Et donc, est-ce que l'on n'a pas un risque de voir un programme qui est très créateur d'emplois, mais qui, au final, va déboucher sur des contraintes qui seront celles à laquelle butent des politiques de relance très fortes, qui est celle de l'inflation. On ne trouvera pas les bras. Parce qu'on n'aura pas les bras et on crée un déséquilibre offre-demande de travail et on a un risque inflationniste très fort. Voilà. Vous savez, y compris dès qu'on a pensé, par exemple, la question de la rénovation thermique, déjà avec Borloo dans le Grenelle de l'environnement en 2007, moi je travaillais avec la CAPEB, avec la Fédération française du bâtiment, pour regarder quels sont les types de formations qu'il faut accélérer. Parce qu'on monte pas simplement en nombre d'emplois, on monte en qualification, ce qui est une bonne nouvelle, y compris du point de vue des revenus. Pourquoi je veux investir sur l'enseignement supérieur? Vous savez qu'on est un des rares pays depuis 10 ans qui a désinvesti par étudiant. On a réduit l'investissement public par étudiant dans l'enseignement supérieur dans notre pays. C'est aberrant quand on pense aux enjeux de compétitivité ou aux enjeux simplement d'épanouissement, d'accomplissement et de cohésion sociale. Donc, il faut remettre de l'argent dans l'enseignement supérieur parce que c'est un investissement d'épanouissement, c'est un investissement républicain, mais c'est aussi un investissement de compétitivité. Quand vous regardez ce que font les entreprises dans certains CFA, ils sont en train d'occuper tous ces espaces de la transition écologique. Quand on voit ce qu'il faut faire dans les lycées pro ou dans les BTS et tout ça, il va falloir effectivement former, mais pas simplement la formation initiale. Vous savez que notre pays n'a pas une bonne rentabilité, efficacité de sa formation professionnelle. Et donc, il va falloir que la formation professionnelle se fixe, pas simplement, au fond, quand les gens ont perdu leur emploi, qu'est-ce qu'on en fait, mais quels sont les grands sujets des transitions organisées pour demain et comment, à l'échelle des bassins de production, des bassins d'activité, on organise les transitions professionnelles pour justement avoir toute cette main-d'œuvre. Mais c'est quand même une bonne nouvelle de créer de l'emploi. Merci beaucoup en tout cas. Merci Denis Ferrand, directeur général de Rexecode. Et merci à vous Yannick Jadot d'avoir participé à Ecorama spécial présidentiel. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis et à très vite.